Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, je vous souhaite la bienvenue aux États généraux de la sécurité routière en Wallonie, version 2020, une édition quelque peu particulière puisque la Covid-19 est parmi nous et donc déjà, merci à vous d'être avec nous derrière vos écrans. Si vous avez bien suivi l'agenda, vous vous êtes rendu compte que ces États généraux et cette matinée vont se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, il y aura d'abord les recommandations du Conseil supérieur de la sécurité routière. Il délivrera sur 6 thématiques ces recommandations. S'en suivra ensuite une séance de questions-réponses auxquelles vous serez invités. Et puis, après une brève pause, nous vous délivrerons les résultats de la consultation citoyenne faite mi-septembre dernier. Et puis, Madame la ministre de la Sécurité routière en Wallonie, Valérie Debu, nous rejoindra, accompagnée du ministre de la Mobilité en Wallonie, Monsieur Philippe Henry, et du ministre de la Mobilité au fédéral, Monsieur Georges Gilquinet. Ils viendront ensemble nous délivrer leurs enseignements. Alors, je vous l'ai dit, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous, et ce par des questions que vous pouvez poser sur la boîte de dialogue qui se trouve dans ces États généraux de la sécurité routière en Wallonie. Vous posez vos questions, nos équipes en coulisses vont recueillir toutes ces questions et puis je les poserai aux différents interlocuteurs. Elle m'accompagne aujourd'hui, Françoise Guillaume, bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil supérieur wallon de la sécurité routière et administratrice générale de l'Agence wallonne pour la sécurité routière. Merci déjà d'avoir organisé ces événements et je pense que vous avez un mot pour nos invités. C'est surtout, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là derrière l'écran. Sachez que vous êtes plus de 200 et donc c'est une performance effectivement puisque c'était quand même un petit peu rocambolesque d'organiser cela dans les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Et donc je voulais vraiment chaleureusement vous remercier. Vous ne vous voyez pas, mais sachez que nous avons parmi nos participants des responsables de haut rang parmi la justice, parmi les cabinets, parmi les différents organes de police, des différentes personnes du monde de l'entreprise aussi. Donc merci à vous tous de vous libérer pour cette matinée, parce qu'effectivement, on a pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Merci Françoise. Alors avant de lancer les débats, vous allez peut-être entreaperçu, Madame Valérie Debu, ministre de la Sécurité routière en Wallonie, nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci d'être là, ces États généraux. Alors, pour ceux qui se souviennent, les derniers États généraux avaient eu lieu en 2017. Généralement, c'est tous les 5 ans. Donc, on s'attendait à ce que ce soit en 2022. Or, vous avez pris le pli de les avancer. Pourquoi ? Bien, d'abord, je voudrais également vous saluer toutes et tous et vous remercier de participer à ces États généraux de la sécurité routière en 2020. Effectivement, dès ma prise de fonction, mon souhait a été d'avancer ces États généraux à l'horizon 2020, bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'estimais que obtenir des recommandations en pleine mandature n'était peut-être pas le signal adéquat, puisque la mandature s'étend de 2019 à 2024 et je souhaitais travailler sur une feuille de route compte tenu de nos objectifs qui sont ambitieux, nos objectifs à l'horizon 2030 qui sont de diminuer par 2 le nombre de décès sur la route et de ne pas augmenter au-delà de 100 décès et aussi surtout préparer ce qui est très important, la vision zéro qui sera la vision à l'échéance 2050. J'étais aussi très interpellée au début de ma prise de fonction par les chiffres. Nous avons été très souvent sollicités par différents rapports, différentes statistiques qui témoignaient finalement d'une tendance d'accidents et de décès sur la route qui repartait à la hausse et donc c'était pour moi un questionnement important. Et puis aussi depuis quelques années, ces derniers mois encore plus, nous sommes confrontés à des nouvelles formes de mobilité, ce qu'on appelle les engins de déplacement motorisés, les trottinettes et autres nouveautés qui font la joie des usagers et qui posent véritablement question sur la manière dont la route est partagée et sur la manière dont les déplacements sont organisés. C'est pour cette raison que j'ai sollicité effectivement, et je remercie d'ailleurs tous les acteurs, de travailler sur ces questions-là durant cette année 2020 et malgré les circonstances, je pense qu'on a des conclusions très intéressantes. Alors justement, on va en parler tout au long de la matinée, différentes recommandations, la consultation citoyenne, finalement tout ça, ces recommandations, elles vont vous servir à quoi exactement? Vous l'avez dit, établir un plan.
bien sûr établir une feuille de route, établir aussi un certain nombre de priorités pour atteindre nos objectifs. Mais la consultation citoyenne est une nouveauté. Je crois que c'est une première dans l'histoire de la sécurité routière en Wallonie, parce que je trouve qu'il était très important d'impliquer les citoyens dans ces réflexions et dans ces actions que nous allons définir, parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous, et donc c'est ensemble que nous devons conscientiser, préparer ces mesures et surtout préparer aussi l'adhésion aux mesures. Et donc, quand on va tout à l'heure prendre connaissance des résultats, on verra qu'il était important en tout cas de consulter les citoyens. D'accord, merci. Françoise Guillaume, en tant que président du Conseil supérieur wallon de la sécurité routière, évidemment, plusieurs questions se posent. Je vais commencer par la première. Comment est-ce qu'on appréhende cet enjeu de sécurité routière ? Mais comme l'a dit Valérie Debu, on est conscient de cet enjeu et il y a une vraie urgence puisqu'on était à des niveaux de 311 décès sur base annuelle l'année dernière. On sait que 2020 est une année particulière. Si on veut atteindre l'objectif 0 en 2050, mais allons-y très vite, là, 2020, ça veut dire un objectif de 200. Entre 311 et 200, il y a effectivement de quoi se mobiliser. Et donc, comme Madame la Ministre l'a dit, c'est effectivement l'affaire de tous, la sécurité routière. Et effectivement, c'est l'enjeu, cette fois-ci, de pouvoir, d'une part, solliciter les experts d'un côté et d'autre part, faire écho de ces recommandations au travers d'un acteur non négligeable, parce que finalement, le décideur final de sa sécurité routière, c'est l'usager dans son véhicule ou sur les routes wallonnes. Et donc, la richesse de ces décisions, c'est vraiment cette consultation populaire où on a pu enfin avoir l'avis et le niveau d'adhésion des citoyens et des usagers de la route. Et donc, c'est une belle opportunité d'avoir quelque part une option tripartite entre les experts, les décideurs politiques et le citoyen. Alors, on l'a vu, hein, donc ça, il y aura la consultation citoyenne, il y a les recommandations faites par des groupes de travail. Finalement, ils ont été organisés comment, ces groupes de travail ? On a collé à l'actualité. En fait, c'est un des éléments importants de cette consultation et de cet événement des États généraux, être en phase avec son temps. Et donc, quelle est l'actualité du moment ? Ce sont la prévalence des usagers faibles, du monde des deux roues qui émergent sur les routes wallonnes et partout ailleurs d'ailleurs. Il y a un questionnement quant au contrôle technique moto. Bien évidemment, des sujets de type infrastructure sont inhérents à la sécurité routière dont nous ne pouvons pas les manquer. Par ailleurs, évidemment, immanquablement, tout ce qui concerne les problématiques d'assuétude, de drogue et d'alcool notamment, sont des problématiques hyper actuelles. Et donc nous nous sommes penchés sur les sujets au même titre que tout le package de sanctions qui peuvent les accompagner. Et enfin, avec les tendances Internet et toute cette commande en digital et les transports routiers qui s'en suivent, nous avons également fait un focus sur le trafic lourd. Donc 6 thématiques sur lesquelles on a travaillé, évidemment. Ça a été un peu particulier, vous l'avez dit, hein, 2020, ça a été particulier. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, de manière générale, ça se fait au travers de différentes sessions et de groupes de travail où il y a beaucoup d'échanges, où les gens parlent librement quant aux problématiques. C'est clair qu'on l'éprouve tous aujourd'hui et on devient presque des champions de Teams ou autres logiciels pour travailler en vidéoconférence. Ça n'est pas la même manière de s'exprimer et de livrer des opinions quand on est derrière un écran en tant que tel. Nous y sommes arrivés. Je pense que quelque part, il sera opportun de continuer les exercices pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, quoi qu'il advienne, en fonction des conclusions que vous verrez aujourd'hui, je vous demande une forme d'indulgence par rapport aux différents sujets, parce qu'effectivement, certains auraient pu aboutir davantage, mais c'est partie remise et on continue l'exercice. Merci. Françoise Guillaume. Allez, sans plus attendre, je vais inviter les différents présidents des groupes de travail à venir nous rejoindre sur le plateau. Allez, voilà, on les accueille. Ils terminent de s'installer. On vous précise aussi que ces États généraux ont été parrainés par Bertrand Carrois, qu'on retrouvera un peu plus tard, hein, Françoise, que ce soit après les recommandations et plus tard aussi en deuxième partie de ces États généraux. Alors, ils sont autour de moi. On va commencer par les dames, évidemment. Fiorella Toro, bonjour. Alors, vous êtes, directrice du département de soutien à la politique criminelle au sein même de l'Agence wallonne pour la sécurité routière. Vous avez présidé non pas un, mais deux
groupes de travail, celui sur conduite sous influence et celui sur poursuite et sanctions. Françoise Guillaume, on vous a présenté. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est que vous avez aussi présidé un groupe de travail et c'était celui de trafic lourd. Tout à fait. Yvan Castells, bonjour. Vous êtes, vous, directeur du département statistique, analyse et recherche à la WSR. Vous avez présidé le groupe de travail sur la sécurité routière en agglomération. Umberto Romano, et vous n'êtes pas à la WSR, vous êtes au SPV Infrastructure et Mobilité et vous êtes le directeur de la direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie. Et donc, vous avez planché sur le groupe de travail sur infrastructure. Et puis, le dernier parmi nous, Jérémy Van der Veren. Vous êtes chargé de communication à l'Agence Wallonne pour la sécurité routière et spécialiste de roues. Et donc, du coup, tout logiquement, vous avez travaillé sur le groupe de travail qui, lui, planchait sur le contrôle technique des deux roues motorisées. Alors, je vous l'ai dit, il y aura une séance de questions-réponses après ces différentes recommandations. Vous avez évidemment la possibilité de poser des questions, que ce soit aux présidents qui sont autour de la table ou même à Madame la Ministre. Pour ce faire, eh bien, il vous suffit d'aller dans la boîte de dialogue, de poser vos questions. Nos équipes en coulisses vont recueillir toutes ces questions, me les transmettront et durant la séance de questions-réponses, eh bien, je les soumettrai. Sachez déjà que si des questions, évidemment, ne peuvent pas être répondues dans le temps imparti, évidemment, on le fera après cette matinée. Allez, tout de suite, on va commencer avec vous, Yvan Castells. On va aborder la sécurité routière en agglomération. Alors Yvan, on va aborder avec vous 3 paquets de recommandations. On va les voir à l'écran. On va ensemble finalement développer ces conclusions. Vous vous êtes concentré donc sur la sécurité routière en agglomération. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les accidents, 60% des accidents en Wallonie se produisent en agglomération. Donc c'est une part importante des accidents. Et même s'ils sont heureusement un peu moins graves que les accidents hors agglomération, ils représentent un tiers des tués, c'est-à-dire plus ou moins 100 tués par an. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour la sécurité routière en Wallonie. Et le groupe de travail s'est concentré spécifiquement sur les modes doux, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes et les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés, parce qu'ils représentent ensemble un tiers des tués et des blessés graves des accidents en agglomération. Et puis parce qu'on le sait, c'est une mobilité en pleine croissance, avec de plus en plus de cyclistes sur les routes wallonnes et de plus en plus d'engins de déplacement, dont les trottinettes par exemple, sur les routes wallonnes. Alors, vous dites, il faut agir au plus vite. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, vous avez émis plutôt 3 paquets de recommandations. On va commencer par le premier, qui est celui de réduire la vitesse de circulation en agglomération. Oui, alors c'est la première recommandation, c'est je pense une des plus importantes du groupe de travail. Pourquoi sur la vitesse ? Tout simplement parce que on voit que 90% des blessés graves en agglomération parmi les usagers des modes doux sont dans des accidents en interaction avec un usager fort, un véhicule, une voiture, camionnette, camion, et que la vitesse dans ces accidents joue un rôle vraiment majeur sur la gravité des accidents. Et donc on sait qu'un piéton qui a un choc à 50 km à l'heure a 6 fois plus de risque de décéder qu'un piéton dans un choc à 30 km à l'heure. Donc, où il y a beaucoup d'interactions en agglomération entre usagers faibles et véhicules, il est nécessaire de diminuer les vitesses. Alors, la réduction de vitesse en agglomération, ça ne se fait pas n'importe comment. Et là, vous nous dites, il faut une réflexion globale. Oui, c'est vraiment l'enjeu majeur de cette recommandation, c'est de travailler sur une structuration forte de la recommandation. Donc, on veut en effet encourager, intensifier la mise en zone 30 et 20 de quartiers et de larges zones dans les villes et communes, mais on veut que ça se fasse de manière structurée. Et donc, on propose une méthodologie en 3 étapes. Première étape, on hiérarchise les voiries, c'est-à-dire qu'au niveau régional, on détermine une hiérarchie avec des routes qui sont plus importantes que d'autres, avec des fonctions différentes. Donc on le fait au niveau régional et on le fait à un niveau avec une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas juste la situation actuelle, mais on projette la situation qu'on veut voir dans 10, 15, 20 ans en Wallonie. C'est la première étape, hiérarchisation du réseau. Deuxième étape, avoir des plans communaux de circulation. Donc des plans communaux qui sont déterminés au niveau de la commune, forcément, avec les zones de police, avec les entreprises, avec les transports en commun et avec tous les acteurs de mobilité de la commune pour permettre de déterminer
quelles sont les routes qui vont rester des axes de transit et quelles sont les zones qui peuvent passer à 20 ou 30 km à l'heure où on aura plutôt du trafic interne à la commune. Une fois qu'on a défini quelles sont donc les zones qui passent à 20 ou 30, on peut passer à la troisième phase. Cette troisième phase, c'est évidemment l'aménagement de ces zones. Et donc, le groupe de travail propose, incite en tout cas les gestionnaires à créer des aménagements qui induisent la vitesse qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas les radars qui doivent faire diminuer la vitesse, c'est l'aménagement lui-même qui doit induire les vitesses à pratiquer. Et alors, on aménage bien sûr les zones qui passent à 20 ou 30, mais on aménage aussi les zones qui restent à des vitesses plus élevées, parce que là, évidemment, il y a du trafic supplémentaire qui doit être absorbé par ces routes, et que comme on aura une vitesse plus importante, il faut séparer les trafics, c'est-à-dire, par exemple, avoir des pistes cyclables séparées. Alors ça, donc la vitesse au sein même de l'agglomération, ça c'est votre premier paquet. Il y a un deuxième paquet, lui, qui est plus tourné sur la sécurité des modes actifs. On va rappeler finalement ce que sont les modes actifs, c'est plutôt les piétons, les vélos, voilà, ce genre de mode de déplacement. Voilà, et donc on a 5 recommandations, on va peut-être pas tous les passer en revue, mais la première concerne les traversées piétonnes. Donc le moment de la traversée, pour le piéton, c'est le moment de la marche, de son trajet qui est le plus dangereux. C'est là qu'on a la plupart des accidents. Et il ne faut pas croire que c'est quand les piétons traversent n'importe où. Dans 2 tiers des cas, le piéton traverse sur un passage pour piétons. Donc il est vraiment à l'endroit qui est censé être le plus sécurisé pour traverser. On se rend compte que dans ce type d'accident, les masques à la visibilité sont vraiment une source d'accidents importante. Et donc, le groupe de travail pense qu'il faut éliminer tous les masques à la visibilité. La législation, pour l'instant, elle est très bien faite, sauf à un endroit, sur un point précis, les passages aux piétons avec du stationnement hors chaussée. Donc comme vous voyez sur l'image actuellement à l'écran, derrière la ligne blanche, on a du stationnement hors chaussée, et ce stationnement hors chaussée est possible jusqu'à l'abord même du passage aux piétons. Le groupe de travail propose d'interdire ce stationnement 5 mètres en amont des passages aux piétons, comme c'est le cas en effet déjà pour le stationnement en chaussée. Évidemment, l'idéal, c'est que ce ne soit pas le policier qui doive contrôler ça, mais qu'on ait un obstacle physique qui empêche tout simplement le stationnement. Et évidemment, cet obstacle physique ne doit pas être un danger supplémentaire pour les cyclistes, les piétons ou les motards qui viendraient percuter ces obstacles. Et donc là, il y a différentes solutions qui sont possibles. Alors un autre point dans ce deuxième paquet de recommandations que vous délivrez, c'est de libérer finalement les trottoirs de tout ce qui peut entraver la circulation des piétons. Bon, là, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est vraiment réalisable ça ? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal déjà d'obstacles pour les piétons sur les trottoirs, et on voit qu'on a une mobilité cyclistes et engins de déplacement qui est en pleine croissance, avec des engins qui stationnent de plus en plus sur les trottoirs. Donc on risque encore d'avoir plus d'obstacles sur les trottoirs que seraient ces véhicules. Et donc on propose, avant d'avoir cet afflux de véhicules sur les trottoirs, d'augmenter directement le nombre de stationnements en chaussée, c'est-à-dire, comme on peut le voir sur les images ici, ça se passe déjà, par exemple ici une image à Jambes ou à Londres ou à Dublin, on a du stationnement cycliste qui est en chaussée, en lieu et place de stationnement pour les voitures, ce qui rentre tout à fait aussi dans la logique de la vision FAST de la région wallonne, dont le T est transfert modal, donc avoir plus de part modale pour les usagers faibles, que sont les cyclistes et les engins de déplacement. Alors, une autre proposition, c'est d'interdire aux cyclomoteurs, que ce soit de classe A ou de classe B, d'être sur les pistes cyclables. Vous dites que ça permettrait de libérer de l'espace pour ce nombre croissant qui utilise les pistes cyclables. Alors, si on synthétise un peu votre recommandation, c'est de dire on va répartir la voirie en fonction de la vitesse. Oui, voilà. Alors, voilà pour les régimes au-delà de 30 km à l'heure. Parce qu'en deçà de 30 km à l'heure, là on est plutôt sur la mixité de la circulation. Au-delà, on a des vitesses trop importantes pour avoir des accidents quand ils se produisent malheureusement qui ne soient pas graves. Donc on est plutôt sur une logique de division, de séparation du trafic. Les piétons sur les trottoirs, et on essaye d'enlever tous les obstacles qu'il peut y avoir et de diminuer le trafic sur les trottoirs. Sur les pistes cyclables, on aurait des véhicules qui roulent entre 15 et 20-25 km à l'heure, donc les cyclistes, les engins de déplacement motorisés, les cyclos-A éventuellement, et puis en dehors, sur le reste de la chaussée, les véhicules qui roulent alors à 45-50 km à l'heure, le reste du trafic. Donc deuxième paquet, sécurité finalement des modes actifs. On va entamer le troisième paquet de recommandations, si vous le voulez bien, et là on s'adresse plutôt finalement aux utilisateurs des nouveaux engins de déplacement, et on essaie évidemment de diminuer le nombre de victimes.
Oui, parce que, on l'a déjà dit, hein, les utilisateurs de nouveaux engins de déplacement, c'est ce qu'on appelle la micromobilité. C'est principalement le représentant le plus connu, c'est la trottinette. Mais il y a aussi toute une série d'autres engins qui existent, les Segway, les monoroues, etc. Et on en invente un peu tous les jours. Et on a parmi cette offre de la qualité différenciée, on va dire, des produits de bonne qualité, des produits qui sont de moins bonne qualité. Et donc, on pense qu'il faut informer, sensibiliser l'utilisateur ou le futur utilisateur d'engins de déplacement avant même son achat et après son achat. Donc avant son achat, en essayant d'avoir une espèce de guide d'achat qui lui donnerait de l'information sur ce à quoi il faut faire attention avant d'acheter, mais aussi après l'achat sur des informations concernant le positionnement sur la chaussée, les équipements dont il faut être muni pour voyager en toute sécurité, les problèmes d'assurance, etc. Et donc informer l'utilisateur d'engins de déplacement, c'est une part du travail. On pense qu'il faut aussi sensibiliser les revendeurs ou les loueurs d'engins de déplacement. J'allais justement vous le dire, vous mettez aussi une série de notes par rapport à ce libre-service, justement. Absolument. Alors pourquoi est-ce qu'on a rédigé des recommandations spécifiques pour les engins qui sont en libre-service, c'est-à-dire en location sur la chaussée? Parce qu'on se rend compte, via les différentes études internationales, qu'on a une population spécifique, des usagers spécifiques, des usagers qui parcourent moins de kilomètres, qui sont moins expérimentés, qui sont moins respectueux du matériel, qui stationnent différemment, avec plus de stationnement gênant. Et donc, on pense qu'il faut avoir pour ces utilisateurs spécifiques des recommandations spécifiques. On en a proposé 5 qui nous semblent pertinentes. La première, c'est de réduire la vitesse de déplacement de ces véhicules à 20 km à l'heure. Je rappelle que pour les engins de déplacement, habituellement, on a une limite à 25 km à l'heure. Ici, on passerait à 20, vu qu'on a des utilisateurs qui prennent plus de risques et qui sont moins expérimentés. Ça diminuera le risque d'accident grave. Deuxième recommandation, c'est d'interdire les tarifications qui incitent à rouler plus vite. Et donc, pour l'instant, la plupart des loueurs ont des tarifications à la minute. Et donc, à la minute, les gens essayent de se dépêcher pour payer moins, finalement, et donc risquent de rouler plus vite, risquent éventuellement d'enfreindre clairement la signalisation, les feux rouges, les stops pour gagner du temps. On pense que ce n'est pas une bonne idée, donc on propose d'interdire cette tarification liée à la minute. Ensuite, on propose qu'à chaque utilisation, il y ait des conseils qui soient dispensés par le loueur auprès de l'utilisateur. On propose aussi que le loueur organise des séances de formation sur terrain privé pour que l'utilisateur puisse se familiariser avec l'engin, ce qui n'est pas toujours évident avant de se lancer sur la voie publique. Et puis la dernière recommandation qui est d'éclairer de jour comme de nuit ces outils, ces engins pour avoir une visibilité meilleure dans la circulation. Bien, merci Yvan pour toutes ces recommandations. Donc on va en récapituler. Donc d'abord, diminuer la vitesse en agglomération, sécuriser les modes actifs. Et puis troisième volet qui concerne évidemment la diminution du nombre de victimes des nouveaux engins de déplacement. Merci Yvan. Plus de 90% des accidents sont dus à une cause humaine. Pourtant, des études le démontrent. Un accident intervient qu'exceptionnellement suite à un seul facteur. Indubitablement, les éléments liés à l'infrastructure ont un rôle dans ces accidents. Les infrastructures, c'est justement le prochain groupe de travail. Allez, le SPW, qui est en charge de ces matières, concentre donc son travail pour une meilleure qualité des infrastructures. Umberto en atteste d'ailleurs le plan qui est sorti cette année, le plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026, dont d'ailleurs un budget spécifique est consacré à la sécurité routière. C'est évidemment un domaine qu'on ne pouvait pas ignorer dans le Conseil supérieur wallon de la sécurité routière. Alors évidemment, vous avez émis une série d'avis, une série de recommandations sur ce thème-là, qu'est l'infrastructure, mais je vous propose juste avant de regarder une toute petite vidéo explicative et on revient après. Ah, se déplacer en ville. Pas toujours évident, n'est-ce pas? Surtout quand on est cycliste ou piéton. Alors, imaginez quand vous êtes PMR. Prenons une ville au hasard. Prenons Namur, la capitale de la Wallonie. On y retrouve des routes avec des pistes cyclables, des passages pour piétons, des zones 20 et 30 km/h et aussi des travaux. Mais à Namur, on trouve aussi des experts de la sécurité routière et des infrastructures.
Ensemble, ils ont émis une série de recommandations pour augmenter la part modale des vélos et des piétons, entre autres, comme le suggère la vision FAST 2030. Plusieurs packs de recommandations sont ainsi mis en avant. Premièrement, la mise en place de mesures en faveur des modes actifs, pour que vous puissiez circuler sur une piste cyclable sans risque, sans encombre ou lors de travaux. Mais aussi une meilleure accessibilité pour tous, avec des revêtements adaptés comme ce passage pour piétons par exemple. Une seconde recommandation permettrait d'aménager les voiries en infrastructure, et ce, en fonction d'une hiérarchisation basée sur la vitesse. Ce qui permettra d'appliquer une autre recommandation, celle d'équiper les routes le plus efficacement possible à partir d'une analyse des obstacles latéraux. Une dernière recommandation serait de permettre de collecter toutes les informations relatives à un accident afin de les étudier et d'anticiper les aménagements futurs pour plus de sécurité. Du coup, si la route est plus sûre, vous et les vôtres l'êtes tout autant. Allez, voilà pour la vidéo. On va récapituler ce qu'on a entendu dans la vidéo, Umberto. Donc, les recommandations que l'on vient de voir, c'est l'adoption de mesures en faveur des modes actifs, une révision de la typologie routière, la mise en place de statistiques suite aux accidents de la circulation, et puis donc une généralisation des analyses portant sur les abords de route. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez mené les travaux sur ce groupe de travail infrastructure. Ce qui est assez frappant quand on regarde cette vidéo, c'est qu'on perçoit clairement un changement d'état d'esprit dans la gestion du réseau. On voit que vous avez pris l'usager en compte, en fait. Oui, effectivement. En fait, la prise en compte des usagers, les personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes, les cyclomoteurs, débute dès l'élaboration du projet. C'est même cadré dans une directive européenne et dans un décret. Et des experts auditeurs de sécurité travaillent et ont été formés et travaillent au service public de Wallonie pour s'assurer de la bonne prise en compte de la sécurité pour tous les usagers sur l'ensemble du projet. Ça, c'est un premier élément. À côté de ça, nous développons des partenariats et nous entretenons des partenariats avec des associations représentant les usagers pour faire remonter les informations de terrain, pour échanger de bonnes pratiques, et ce qui peut nous amener à modifier les normes d'aménagement. Donc il y a déjà toute une série d'actions mises en place. Et le groupe de travail souhaite aller un pas plus loin et proposer toute une série d'actions en lien notamment avec la libération de l'espace pour les piétons cyclistes, ça a été déjà dit, en matière d'entretien, entretien des pistes cyclables, des trottoirs, en matière de bonne prise en compte des usagers lors des chantiers notamment. Donc effectivement, on a bien pris en compte cette problématique. Alors ça va passer aussi par une meilleure connaissance finalement de la qualité des revêtements, qu'ils soient de trottoirs, de pistes cyclables et même des passages pour piétons. Oui, mais avant de mettre en place un revêtement, il faut vraiment s'assurer qu'il soit accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il doit être plat, non glissant, présentant des joints qui ne détériorent pas le confort. Et donc ça, c'est vraiment très important. En matière d'aménagement des traversées, ça a déjà été dit par M. Castells, il faut être attentif à tout ce qui concerne les masques à la visibilité, mais nous avons été un peu plus loin, et notamment en insistant sur le fait qu'il ne faut pas de différence entre le trottoir et la route au droit de la traversée. Donc le plein pied devient la règle. Oui, on va le voir en photo. D'ailleurs, demander à nos équipes de le mettre en ligne. On va le voir en photo, ce que ça représente justement. Voilà, on le voit avec ce revêtement podotactile. Et on voit aussi les dalles podotactiles qui sont très importantes et que le groupe de travail recommande de généraliser pour que les personnes atteintes d'une déficience visuelle puissent bien s'orienter. Et donc il y a aussi la traversée des voiries de bande, c'est voilà, ça? Ce sont des situations assez dangereuses. Des solutions existent. On peut réduire à une bande là où c'est possible. On peut imaginer mettre des feux tricolores ou, le cas échéant, supprimer ces traversées. Et donc c'est un point sur lequel il faut vraiment se focaliser. Alors on l'a déjà un petit peu évoqué avec Yvan, l'objectif du SPW c'est d'atteindre et d'intégrer cette vision FAST 2030, c'est 35 points, parmi lesquels celui de doubler la part modale des modes actifs, on en a discuté tout à l'heure. Alors là par contre, il va falloir faire évoluer la réglementation. Oui, particulièrement pour les aménagements cyclables. Je prends un exemple, beaucoup de communes souhaitent revoir leur réseau routier en y aménageant des pistes cyclables ou des aménagements cyclables. Par exemple, en mettant du marquage. Et parfois, on s'inspire de ce qui se fait à l'étranger, notamment aux Pays-Bas.
Je ne sais pas si... on va le voir. Hein, on va voir une photo, voilà. Ça, c'est une photo prise aux Pays-Bas. C'est ce qu'on appelle la chaussée à voie centrale banalisée, qui est composée d'un espace central pour les véhicules motorisés et 2 espaces assez larges pour les modes actifs. Et comme vous le voyez, on ne peut pas se croiser au centre. Et donc, l'idée, c'est que les véhicules, quand ils doivent se croiser, s'écartent légèrement, empiètent sur l'espace dédié aux modes actifs, sans pour autant les mettre en danger. Maintenant, il faut savoir que ce genre d'aménagement n'est pas reconnu dans le Code de la route. Et donc, le groupe de travail préconise que ça soit inscrit dans le Code de la route, qui, je rappelle, est de compétence fédérale, afin d'y intégrer ce genre d'aménagement qui peut être très intéressant dans certains contextes. Alors, dans la foulée, vous avez mis une série de recommandations qui portent sur les abords de route. C'est plutôt étonnant. Pourquoi les abords de route ? Parce qu'un des grands risques identifiés par les experts en sécurité, c'est la perte de vigilance, qui peut être due à la distraction, l'assoupissement, l'inattention, qui engendre une déviation de la trajectoire, une sortie de route et parfois, malheureusement, un choc contre un obstacle. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est encourager les gestionnaires, qu'ils soient communaux ou régionaux, à bien prendre en compte cette problématique, qui fait que lorsque, malheureusement, un véhicule sort de la route, il faut prendre toutes les mesures pour que les conséquences pour le conducteur soient les plus réduites possibles. Les solutions sont multiples. On peut supprimer, bien entendu, les obstacles, les déplacer. Les fragiliser, ça signifie mettre en place des équipements comme des panneaux de signalisation qui absorbent de l'énergie, qui se déforment et donc qui réduisent les conséquences pour les utilisateurs ou qui se détachent, ou même isoler derrière une barrière de sécurité. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faut étudier vraiment au cas par cas, mais le groupe de travail a estimé que c'était vraiment une priorité. Alors, on est toujours dans une suite logique, finalement, puisque la prochaine recommandation, là, vous estimez qu'il faut mettre en place une nouvelle hiérarchisation fonctionnelle du réseau. Ça veut dire quoi ? En fait, le point de départ de la réflexion, c'est l'image perçue par le conducteur au volant, qui dépend d'une part de la façon dont on a aménagé l'espace public, mais également qui dépend de la fonction de la route. Une route de liaison entre villages n'offre pas la même vision que finalement une route d'accès à un lotissement. De même, une traversée d'agglomération finalement doit être aménagée différemment d'une liaison entre villages. Et en fait, c'est vraiment ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette image conditionne finalement notamment la vitesse à laquelle on choisit de circuler. Si on ne comprend pas pourquoi il faut ralentir, on ne va pas spécialement ralentir. Et donc, ce que l'on souhaite au niveau de ce groupe de travail, et c'est tout à fait complémentaire à ce que M. Castells a dit, c'est de trouver une cohérence entre des aménagements et une fonction de la route. Mais pour cela, il faut classer les routes sur base de leur fonction, c'est la hiérarchisation fonctionnelle du réseau. Alors, pour avoir donc une meilleure connaissance donc, du terrain et des aménagements qu'il faut appliquer, là vous recommandez la mise en place finalement d'un pôle d'expertise pour analyser les accidents de la route, hein, c'est comme on l'a vu dans la vidéo. C'est ça. En fait, tous les experts en sécurité se basent sur toute une série de données, notamment les données d'accidents corporels de la circulation qui proviennent des services de police. Ces données peuvent être cartographiées. Si on les cartographie, on peut mettre en évidence toute une série d'enjeux spécifiques. Une accumulation d'accidents, par exemple, à un carrefour, un passage pour piétons qui est mis en évidence parce qu'il y a une augmentation du nombre d'accidents spécifiquement à cet endroit-là. Et donc, plus l'analyse des accidents sera fine, plus on pourra mettre en place toute une série d'actions en phase avec les réalités de terrain. Et ce qui est important, c'est mettre en œuvre le bon aménagement, l'aménagement le plus adéquat, au bon endroit. Et donc, pour améliorer finalement la qualité des opérations de recensement, mais aussi d'analyse, même si ça se fait déjà, hein, bien entendu, le groupe de travail recommande de constituer un pôle d'expertise en la matière qui, finalement, mutualise les ressources qui, aujourd'hui, sont un peu disséminées dans différentes instances. Merci Umberto. Alors on va résumer hein, donc pour les participants qui nous suivent, 4 recommandations, je les rappelle et on va certainement les voir à l'écran. C'est donc l'adoption de mesures en faveur des modes actifs, la révision de la typologie routière,
la mise en place de statistiques liées aux accidents de la circulation et donc une généralisation des analyses portant sur les abords de route. Merci Umberto. Allez, je vous le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat, vous nous posez toutes les questions et surtout à nos interlocuteurs et on prendra la peine évidemment d'y répondre durant la séance questions-réponses. Passons tout de suite au troisième volet, c'est avec vous Fiorella Toro, il s'agit de la conduite sous influence. Et voilà Fiorella, cette thématique, elle est loin d'être évidente, car elle se réfère tantôt à des compétences fédérales, tantôt à des compétences régionales. Oui, alors la conduite sous influence reste une matière fédérale. La manière de l'appréhender va relever de la sphère du fédéral ou du régional. Il faut savoir que ce groupe de travail se réunit déjà depuis plusieurs années et que nous avons déjà formulé des recommandations pour l'édition 2017 dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, certaines de ces recommandations sont reformulées aujourd'hui. Et un point important, c'est que nous avons décidé au sein de ce groupe de ne pas distinguer finalement, oui, au niveau des mesures bien sûr, mais de travailler sur l'ensemble des produits et donc de ne pas se préoccuper du statut légal ou illégal des produits. Tous les produits qui sont susceptibles d'altérer l'activité de conduite ont été abordés dans ce groupe. Alors, sur base de ces éléments, vous avez émis finalement 3 paquets de recommandations. On va les parcourir. Le premier, lui, il concerne finalement le renforcement du dispositif de contrôle des drogues illicites. Et ça, c'est une compétence fédérale. Alors oui, tout à fait. Il est question ici de permettre aux acteurs de terrain, aux autorités compétentes de se donner les moyens d'une politique de contrôle et de sanction. Alors justement, pour ce faire, pour améliorer cette politique de sanction, vous demandez finalement à ce qu'on systématise les contrôles salivaires pour la drogue, justement lors d'accidents corporels. En effet. Aujourd'hui, nous avons déjà cette systématisation pour le test alcool. Donc il y a une circulaire de 2006 du Collège des procureurs généraux qui prévoit que le test alcool soit réalisé après tout accident. Nous proposons au sein du groupe de systématiser aussi le test alcool. Il y a un article 61 bis de la loi sur la police de la circulation routière qui prévoit que l'on peut le faire, mais on demande de le systématiser. Alors, c'est évidemment beaucoup plus praticable depuis l'évolution du dispositif en 2019. Le collecteur salivaire est arrivé sur le terrain, donc tout ça est plus praticable. Auparavant, le dispositif était plus complexe. Et certainement que la question de l'établissement des responsabilités, qui est le rôle du parquet, donc le rôle de la police, c'est de rassembler un maximum d'informations. Ces éléments supplémentaires vont permettre de contribuer aussi à un meilleur établissement des responsabilités. Justement, cette systématisation-là des contrôles contre les drogues illégales, vous dites, ça permettrait d'ailleurs d'avoir une meilleure connaissance du phénomène et d'avoir les vrais chiffres finalement. Alors, on pense effectivement que le phénomène est sous-estimé actuellement et une meilleure connaissance du phénomène veut dire aussi mieux le prévenir. Donc actuellement, par exemple, pour l'année 2019, nous savons que dans 72 accidents avec dommages corporels, la conduite sous influence de drogue illégale aurait eu un rôle, mais nous pensons que avec cette systématisation du contrôle salivaire, nous aurons en tout cas des données plus exactes. Est-ce qu'on a assez de tests justement pour systématiser ces contrôles? Parce qu'évidemment, on veut le faire, mais est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Alors, le niveau d'e-stock, donc, qui est géré par l'autorité fédérale, le SPF Justice, nous savons qu'il y a, donc, depuis plusieurs années que nous en parlons, et il y a des efforts qui sont réalisés. Encore hier, je recevais des nouvelles dans ce sens. Néanmoins, il n'y a pas assez de tests salivaires pour pouvoir, en tout cas, répondre à cette demande de systématisation après tout accident avec dommages corporels. Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a tous les contrôles sans accident, et ces contrôles sont importants parce qu'ils vont augmenter le risque objectif et subjectif d'être contrôlé. Donc il y a déjà là une partie de ces tests qui doit y être consacrée. En ajoutant la systématisation, il va falloir augmenter le stock. Il y a une limite forfaitaire qui actuellement est établie et inévitablement aussi une répartition équitable sur l'ensemble du territoire.
Alors, l'une des manières connues pour diminuer finalement cette conduite sous influence, c'est de travailler sur l'axe contrôle-sensibilisation, vous venez de le dire. Donc, c'est vraiment de conscientiser le citoyen qui est enclin à un comportement inadéquat. Ça, c'est une compétence régionale. Et donc, l'une des recommandations que vous formulez, c'est d'intensifier le travail et les synergies qu'il y a entre la police et la WSR, justement. Oui, voilà. Alors, la WSR est un partenaire de soutien des opérations de contrôle et nous avons déjà fait l'expérience cette année avec l'alcool. Donc, le rôle que la WSR peut tenir, c'est donc sa présence, la possibilité de communiquer au sujet du risque routier, la possibilité d'informer au sujet du cadre légal, au sujet des procédures, au sujet de la sanction. Et donc, mettre à la disposition des citoyens par l'intermédiaire de la police des outils spécifiques qui donnent cette information, aussi travailler sur des supports digitaux et aussi à terme avec nos partenaires policiers de pouvoir identifier des lieux spécifiques où nous pourrons aussi assurer des animations. Est-ce que vous pensez que si on travaille sur cet axe communication-sensibilisation, justement, ça permet finalement d'éliminer l'amalgame qu'on a autour de la question de la drogue illégale ? Au niveau de l'amalgame, il y a vraiment un travail important à faire, surtout pour le cannabis. En réalité, nous avons une directive de 2005 qui a établi ce qu'on appelle une faible priorité en matière de politique criminelle, qui est en réalité une forme de tolérance. Donc, il y a une consommation qui est autorisée, donc à usage personnel jusqu'à 3 grammes de cannabis pour une personne de plus de 18 ans. Donc je donne toutes les informations pour qu'il n'y ait pas de malentendu, donc sans circonstances aggravantes, sans trouble de l'ordre public. Il y a une forme de tolérance qui est installée. L'amalgame qui est dangereux, c'est le fait de croire que l'on puisse aussi conduire sous l'influence de cette faible quantité tolérée. Et donc là, on doit vraiment travailler sur une bonne information sur ce qui est autorisé et ce qui est interdit, d'autant que nous avons déjà, au niveau d'une enquête récente en région wallonne, nous avons constaté que les effets du cannabis sont sous-estimés et que beaucoup de conducteurs pensent que c'est moins dangereux que l'alcool. Alors, troisième paquet de recommandations, on va quitter les drogues, on va aller vers l'alcool. On sait que finalement, donc on va parler plutôt de la tolérance de l'alcool évidemment. On sait qu'en Wallonie, c'est plutôt un problème culturel. Le Wallon est un épicurien, il a le sens de la fête. Alors, on parle souvent en sécurité routière de tolérance zéro, et vous nous parlez du zéro préventif. Alors, finalement, c'est ça que vous préconisez, c'est le zéro préventif ? Oui, et il faut le contextualiser. C'est-à-dire que cette année, 2 propositions de loi ont été débattues de nouveau à la Chambre. Il y a tout un cheminement et n'ont pas été retenues. Ces propositions de loi proposaient ce qu'on pourrait aussi appeler un zéro répressif. Donc ce sont des concepts sur lesquels on a travaillé dans ce groupe. Le zéro répressif étant le fait de modifier le taux légal autorisé. L'une de ces propositions visait l'ensemble des conducteurs, l'autre proposition visait les conducteurs novices. Ces propositions n'ont pas été retenues. Et donc nous avons tenu compte de cette situation. Et en réalité, le groupe de travail, que je salue ici parce que toutes les personnes le composant ont vraiment investi et leur contribution a été précieuse. Et donc, je tiens à souligner que le groupe de travail vise à terme le zéro répressif, mais nous avons compris que toutes les conditions n'étaient pas rassemblées, qu'il va falloir travailler sur un changement de mentalité et que pour pouvoir y arriver, il va falloir préparer ce qu'on peut appeler un terreau essentiel au changement réglementaire qui est ce zéro préventif. Alors que veut dire le zéro préventif? C'est d'inciter le citoyen, comme on l'a déjà fait cette année au niveau d'une campagne alcool zéro, et c'est de pouvoir amener le citoyen à choisir entre boire et conduire et de ne plus évaluer sa consommation, de se dire qu'on est proche du taux légal. C'est vraiment de pouvoir instaurer ce changement qui va permettre alors une meilleure adhésion à la norme lorsqu'il sera question du zéro répressif. Et alors vraiment c'est important de préciser que le groupe n'a pas souhaité distinguer les conducteurs novices. Et pourquoi? Parce que on l'oublie souvent, il y a une loi de 2007 qui a introduit un zéro répressif au niveau de la sanction.
Donc concrètement, un conducteur débutant, donc c'est lié à la date d'obtention du permis de conduire, donc dans les 2 années de la date d'obtention du permis de conduire, pour une conduite sous influence d'une faible quantité d'alcool, donc qui dépassera le taux de 0,5 communément connu, va directement être cité devant le tribunal de police et avec la déchéance du droit de conduire. Donc on a déjà une forme de tolérance qui est appliquée à l'égard des conducteurs novices. Il ne nous semblait pas nécessaire d'en rajouter au niveau du zéro répressif contrôle. Par contre, le groupe préconise que cette sanction plus sévère soit envisagée aussi pour les conducteurs détenteurs d'un permis provisoire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cette campagne que la WSR a fait cet été sur l'alcool, où on fait la promotion des mocktails. Donc ça, c'était la campagne de la WSR. Est-ce que finalement, un autre axe de sensibilisation, une alternative finalement pour cette tolérance zéro, c'est pas de valoriser les boissons non alcoolisées ? Oui, et donc on en a fait l'expérience cette année, on le voit ici, la question de proposer, la possibilité de proposer des boissons tendances, des boissons qui permettent de ne pas perdre l'image, de rester dans le coup sans se mettre en danger. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut continuer à travailler, et donc ça permet finalement ce zéro préventif qui prend cette forme. Et par ailleurs, le groupe de travail demande aussi de travailler sur la publicité, cette publicité incitative, subliminale, qui participe à la surconsommation. Et là, on élargit le spectre en visant finalement toutes les personnes, tous les usagers, même celles qui décident de ne pas se retrouver sur la voie publique à conduire des véhicules motorisés. En réalité, tout usager est susceptible d'être sur la voie publique en tant que... par exemple. Oui, voilà, et qui finalement vont devenir un risque également sous l'influence de l'alcool. Donc ça demandera alors de travailler avec l'industrie de l'alcool, évidemment, pour cette approche d'une publicité. C'est une approche globale et intégrée qui vise à diminuer les risques non seulement de sécurité routière, mais aussi de santé publique. Alors ce sont d'autres compétences, mais on voit bien qu'on ne peut pas découper la problématique en fonction d'une seule compétence. Allez, on va résumer finalement. Donc, on retient 3 paquets de recommandations. Donc, le renforcement des dispositifs de contrôle et de sanctions pour tout ce qui est drogue illégale, une meilleure conscientisation du citoyen justement sur ces drogues, et enfin un zéro préventif pour ce qui est de l'alcool. Merci Fiorella. On vous retrouve d'ailleurs un peu plus tard, j'ai oublié de le préciser, mais on vous retrouve un peu plus tard pour le GT sur conduite et influence. Allez, on va aborder le 4e groupe de travail, mais je vous rappelle encore une fois que si vous avez des questions, en l'occurrence justement sur la conduite sous influence, n'hésitez pas, posez-nous vos questions et on y répondra un peu plus tard. Alors donc, après l'agglomération, après les infrastructures, après la conduite sous influence, on va donc attaquer le 4e volet. C'est avec vous, Françoise Guillaume. Il s'agit du trafic lourd, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tout à fait, c'est particulier, mais c'est important parce qu'en fait, alors que le trafic lourd pèse pour seulement 7% dans la mobilité, si vous voulez, en termes de véhicules kilomètres sur les routes wallonnes, ce 7%, quand on le met en regard de la contribution aux accidents avec décès sur les routes wallonnes, on doit travailler avec un facteur de 2,5. C'est-à-dire que, alors que c'est 7% de contribution dans la circulation, c'est 17% en termes de contribution aux décès sur les routes wallonnes. Et donc, immanquablement, dans nos objectifs d'états généraux et de déclaration de politique régionale, qui visent à cet objectif 0 ou 200 victimes maximum d'ici l'échéance 2020, c'est-à-dire très vite. Dans moins d'un mois, ouais. Tout à fait. Il fallait quelque part se préoccuper du trafic lourd qui génère malheureusement des victimes importantes. Et ce, pas seulement pour le conducteur, c'est effectivement tant le conducteur que la personne, enfin les autres usagers de la route. Alors du coup, quelle était l'ambition finalement de votre groupe de travail ? C'est assez simple. L'ambition, c'était finalement de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de contrôle au niveau du trafic lourd. Parce que ce sont des engins dangereux. Alors, quand on parle de contrôle, ce n'est pas uniquement comme on peut le comprendre suffisamment de vitesse, de conduite sous influence ou autre.
que bien évidemment on peut faire de façon tout à fait normale ou régulière si je puis dire, mais on fait effectivement allusion au fait qu'il y a lieu de contrôler d'autres éléments au niveau du trafic lourd, des éléments de type technique, type arrimage, contrôle technique, enfin des choses qui sont tout à fait particulières à la dangerosité de l'engin spécifiquement. Alors, pour tenter de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce groupe de travail qui est consacré au trafic lourd, on va regarder une petite vidéo explicative et on revient tout de suite après. En juillet 2014, suite à la 6e réforme de l'État, un certain nombre de compétences fédérales se sont régionalisées. Ainsi, la région wallonne est devenue compétente pour des matières liées à la sécurité routière. Parmi ces compétences transférées, certaines concernent les poids lourds, comme la réglementation en matière de masse maximale autorisée et de masse par essieu, celle sur la sûreté de chargement et ses dimensions, et puis celle sur la signalisation du chargement. Et des poids lourds, il y en a eu beaucoup en Wallonie. Rien que sur l'année 2019, on a compté plus d'1 700 000 camions sur les autoroutes wallonnes. Et parmi ceux-ci, Jean-Marie. Ce chauffeur poids lourd prend la route toutes les semaines. Et comme cela arrive de temps en temps, il se soumet à un contrôle routier. Ce sont les contrôles FIPA pour Full Integrated Police Action. Lors de ce contrôle, Jean-Marie devra se soumettre à un contrôle technique réalisé par un agent d'autosécurité, un contrôle pour les autres infractions techniques régionalisées par un agent de l'UCR-SPW, un contrôle tachygraphique et temps de repos par un agent du SPF Mobilité et Transport, et surtout, les forces de police locales et fédérales qui assurent l'ensemble des compétences en plus du judiciaire. D'autres entités peuvent se joindre à ces contrôles, comme l'AFSCA ou encore le SPF Économie. Cela fait beaucoup de monde pour Jean-Marie. Pour contribuer à harmoniser ce challenge opérationnel et soutenir l'ambition de plus de contrôles, le décret des amendes administratives a été voté en avril 2019. S'il n'est pas encore en application, à terme, l'objectif est d'harmoniser les contrôles du trafic lourd, afin que chaque entité ait les moyens, les connaissances et les outils de faire son travail pour couvrir sa sphère de compétences de manière précise. Car pour bien le faire, il faut du temps. C'est pourquoi le Conseil supérieur wallon de la sécurité routière recommande de poursuivre le travail avec les experts dans le but de clarifier la matière et le rôle de chacun dans le futur. Allez, nous revenons en plateau. Françoise, vous soulignez avec cette vidéo aussi, entre autres, que l'ambition, c'est d'augmenter le contrôle des poids lourds. Alors on se rend compte, quand on regarde la vidéo, c'est qu'il y a pas mal d'intervenants. Comment les experts ont-ils envisagé de soutenir cette ambition exprimée de plus de contrôle ? Effectivement, faire plus de contrôle, c'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile à faire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce groupe de travail, à l'instar d'autres, comme l'a cité Fiorella tout à l'heure, avait déjà entamé ses travaux en 2019 pour essayer de voir clair dans toute cette chaîne d'intervenants. Mais au-delà de la petite vidéo qui est quand même très, très réductrice, et c'est le principe d'une vidéo de ce type d'animation, je vais revenir sur les 3 éléments clés qui rendent la chose particulièrement complexe à organiser. Le premier, c'est qu'il y a d'abord un besoin de compétences particulières. Ces compétences, elles doivent être là, puisque ce sont des matériaux particuliers, des engins particuliers. Ça nécessite un savoir-faire, et donc les forces de police ont des écoles qui forment le personnel adéquat à cela. Malheureusement, il y a saturation. On sait bien que la police est en recrutement important. Et donc, aujourd'hui, il y a un manque de personnel qualifié au sein des forces de police pour pouvoir exercer ce contrôle de façon spécifique. À côté de cela, s'ajoute la nécessité de la multiplicité des intervenants. Des intervenants de différents ordres ou de différentes entités selon que le spectre de contrôle est organisé. Donc on l'a vu dans la vidéo, l'AFSCA d'un côté et d'autres autorités par exemple sur d'autres. Et donc c'est parfois difficile ou délicat, en tout cas, d'opérer un contrôle pour éviter de tomber dans une espèce de vide juridique ou dans une zone d'ombre qui ne serait pas tout à fait couverte en fonction des différents représentants qui participeraient au contrôle. Donc ça nécessite de mobiliser, en fonction des différents contrôles auxquels on veut opérer, une masse de compétences et de personnes, donc, de façon assez importante pour pouvoir avoir un contrôle qui est finalement avec une vraie réalité de sanction à tout cela. Et bien évidemment, à partir du moment où vous devez vous imaginer que s'il y a lieu d'improviser un contrôle technique sur la voirie, ben, ça nécessite du matériel tout à fait particulier qui ne court pas les rues et qui fait appel à des partenaires qui contrôlent avec les forces de police ce genre de choses. Tout ça pour dire que quelque part, ça ne s'improvise pas et que
dès que l'on veut organiser quelque chose, il y a lieu de faire vraiment une mobilisation de tous les acteurs. Et donc, si j'en reviens à l'ambition qui est de dire faire plus de contrôle, oui, mais il faut que tout ça s'enchaîne dans un engrenage tout à fait bien huilé. Et c'est ça l'enjeu du groupe de travail, c'est de plancher sur, quelque part, le processus complet d'un bout à l'autre de différents scénarios de contrôle pour s'assurer que tout le monde ait bien les mêmes référents pour pouvoir contrôler, que tout le monde est bien conscient de ma compétence s'arrête là, le suivant ou l'autre prend le relais à tel autre niveau, et ainsi de suite, pour que le contrôle puisse s'opérer de la façon la plus régulière, la plus facile, la plus harmonieuse qui soit. Et donc, au-delà de ce contrôle, après, il faut effectivement opérer à la sanction. Et il y a lieu, comme on l'a déjà cité dans d'autres dimensions, les sanctions administratives. Le décret des sanctions administratives a été voté en avril 2019 et publié au mois d'août. Et donc devait, a priori, utilement se dire soulager toute cette démarche en disant, voilà, au-delà des forces de police, des agents administratifs pourront également revenir en renfort, et c'est une vraie bonne nouvelle en tant que telle, que les autorités administratives puissent aussi sanctionner des infractions de type technique. Seulement par rapport à nos travaux, il y a, alors que ça aurait pu être un effet, je dirais, de booster, de dynamique, il y a eu un effet de gel, si vous voulez, entre le fait que, que fait-on? Est-ce qu'on avance à fond sur les pratiques telles qu'on les aménagerait avec le principe des amendes administratives qui viendraient en complément, qui ne se substituent pas, bien évidemment, aux forces de police qui opèrent au contrôle? Est-ce qu'on travaille encore sur l'actuel? Et donc, quelque part, ça a un petit peu freiné toutes nos démarches en tant que telles, d'autant qu'au niveau des amendes administratives et de tout ce processus, pensez bien qu'on a affaire à des dimensions de type légal, RH, informatique et autres, que tout cela nécessite certains efforts. Mais donc, tout ça pour dire que quelque part, les travaux ne sont pas finis. On doit vraiment continuer, parce que toutes les forces de police, on a vu là dans la petite vidéo un exemple en tant que tel, ne suffit pas, mais il est bien clair que la police locale, la police d'autorité, tout le monde est à même de pouvoir faire, enfin tout le monde, tous ceux qui sont compétents sont à même de pouvoir faire des contrôles. On a pris en illustratif, je dirais, la totale, pour le dire simplement. Et donc, voilà, nous allons continuer nos travaux, à l'instar de ce que disait Fiorella tout à l'heure, dans d'autres travaux, dans d'autres thèmes aussi. Les états généraux sont un momentum. Ben, la vie continue et le travail continue. Et donc, nous allons continuer à plancher sur le sujet pour effectivement faire en sorte, et Dieu sait si ça colle à l'actualité avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les commandes sur Internet et autres, il y a vraiment lieu de pouvoir être à même de rendre ces contrôles poids lourds aussi aisés que possible. Donc, si je vous résume, la recommandation du Conseil supérieur, en tout cas sur la thématique du trafic lourd, c'est davantage de contrôle. Pour ce faire, donc, évidemment, il faudra un processus complet et harmonieux, il faudra fiable, aussi robuste que possible. Et donc, pour tout ça, finalement, et dans l'idéal, c'est de le faire avec les autorités régionales, vous l'avez dit, dans le décret. Donc, voilà un peu, finalement, les recommandations, c'est continuer le travail aussi. Tout à fait. Bien résumé. Merci Michael. Merci Françoise pour ces explications. Alors encore une fois, je vous relance. Si vous avez des questions spécifiques sur le trafic lourd, n'hésitez pas à nous écrire. Allez, on va attaquer le prochain et j'espère qu'on n'a perdu personne en chemin, puisque maintenant nous allons parler du contrôle technique pour les deux roues motorisées. Jérémy, c'est avec vous qu'on va l'aborder. Alors avant de parler du contrôle technique spécifiquement, on va peut-être essayer de repositionner les deux roues dans le paysage wallon. Oui, tout à fait. Alors on peut commencer par quelques chiffres clés. Donc il y a plus ou moins 180 000 motos immatriculées en Wallonie. Cette hausse d'immatriculation est constante depuis 10 ans, plus ou moins. Et il y a deux points à tirer dans ces chiffres. C'est que, premièrement, il s'agit principalement de grosses cylindrées, et deuxièmement, que beaucoup de motos sont âgées. Donc on voit que, par exemple, en 2018, plus ou moins 50% des motos ont 11 ans ou plus, ce qui veut dire donc que le parc est peu renouvelé. Ensuite, si on s'intéresse à la pratique de la moto, selon les chiffres de la WSR et du SPE Mobilité, on peut voir que la moto est principalement un outil de loisir en Wallonie, avec en moyenne plus ou moins 3000 km parcourus par an.
Et après, si on s'intéresse aux chiffres en Belgique, on voit que la moto représente 1,2% des kilomètres parcourus en Belgique, mais par contre, les motards représentent 13% des tués. C'est un facteur donc x10. Alors justement, comme votre groupe de travail a planché sur le contrôle technique des deux roues motorisées, on est en droit de se demander quelle est la part d'incidents mécaniques qui ont influencé les accidents sur la route avec les motos. Oui, tout à fait. Pour être capable de vous répondre, là par contre, il faut s'intéresser à l'échelle européenne, où plusieurs études ont été menées et où plusieurs pays se sont intéressés aux chiffres disponibles. On voit en conclusion que parmi toutes ces études, c'est plus ou moins 3% des accidents de moto qui sont dus à une défaillance mécanique. Par contre, si on s'intéresse à l'étude MATE, qui est l'étude qui est reconnue comme étant la plus fiable et qui, elle, s'est intéressée aux chiffres de la France, Espagne, Allemagne, Italie et Pays-Bas, elle conclut que moins de 1% des accidents de moto sont dus à une défaillance technique et que bien souvent, cela est dû à un problème lié aux pneumatiques. Alors on voit, c'est encore marginal. Pourtant, d'ici le 1er janvier 2022, la Commission européenne impose justement le contrôle technique pour les motos, ou tout du moins des mesures d'exemption. Qu'en est-il justement ? Alors, sur recommandation du groupe de travail, le Conseil supérieur wallon ne recommande pas la mise en place d'un contrôle technique périodique. Par contre, le Conseil supérieur wallon recommande la mise en place d'un contrôle technique dans 2 situations, à savoir en cas de revente pour protéger l'acheteur ou après un accident pour s'assurer de la sécurité du véhicule avant de le remettre en circulation. De plus, le Conseil supérieur wallon recommande d'inclure les cyclos de moins de 125 cm3, ce que la directive européenne exclut. De plus, et sous recommandation des experts, nous recommandons d'autoriser certaines modifications, car il faut savoir que beaucoup de motards modifient leur moto et certaines de ces modifications peuvent avoir un impact d'augmenter la sécurité. Donc, premier point important qu'on retient, c'est que votre groupe de travail n'est pas pour le contrôle technique périodique, j'insiste. Donc, s'il n'y a pas ce contrôle périodique, on sait que la Commission européenne a demandé des mises en place des mesures alternatives pour justement garantir la sécurité des motards sur nos routes. Alors en cette matière, la Wallonie, c'est déjà d'application, et ce depuis plusieurs années. Oui, comme vous dites, donc, dans la Commission européenne prévoit que s'il n'y a pas de mise en place d'un contrôle technique périodique, le pays en question doit mettre en place des mesures pour lutter contre l'accidentologie en moto. Et en Wallonie, en Belgique, l'une des causes majeures d'accidents reste l'erreur humaine. Attention, erreur humaine ne veut pas dire erreur du motard, cela peut aussi venir d'un autre usager. Et comme vous dites, en Wallonie, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées. Je pense notamment à des écoles de perfectionnement type FEDEMOT pour les personnes ayant déjà leur permis de conduire. De plus, il y a déjà des actions qui sont menées dans les infrastructures, comme par exemple la mise en place de doubles glissières pour protéger en cas de chute, ou simplement des actions de sensibilisation, que ce soit vers les motards ou vers les autres usagers, actions mises en place principalement par la WSR, comme on a pu le voir cette année encore. Est-ce que vous avez considéré dans votre groupe de travail qu'à l'instar des voitures et des camions, on puisse aller faire ce contrôle technique dans d'autres régions, à savoir la région bruxelloise ou la région flamande ? Oui, tout à fait. Donc on en a discuté. Il faut savoir que cet élément-là ne dépend pas du Conseil supérieur wallon. Toutefois, nous recommandons dans notre rapport qu'il y ait une harmonisation, qu'il y ait une flexibilité dans la mise en place des lignes en termes d'investissement et de temps, mais que principalement il y ait une harmonisation sur l'ensemble du territoire belge et qu'il y ait principalement un accord entre les régions pour avoir une législation cohérente sur toute la Belgique. Donc on va retenir finalement des recommandations de votre groupe de travail. Pas de contrôle technique périodique, sauf sur 2 exceptions en cas d'accident et en cas de revente, et que finalement cette mise en place du contrôle se fasse de manière progressive. C'est bien ça. Merci Jérémy. Allez, tout de suite on va entamer évidemment le dernier groupe de travail, le 6e et non des moindres, puisqu'il s'agit de poursuites et sanctions. Fiorella, c'est avec vous qu'on va l'aborder. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces poursuites et sanctions, on va peut-être se mettre dans la place d'un usager de la route, justement, et qui serait enclin, justement, à avoir des poursuites et sanctions. Je vous propose tout de suite une petite vidéo. Paul est un automobiliste qui, tous les jours, se rend à son travail. Il a tendance à être toujours en retard. Habitué de son trajet, Paul roule souvent au-dessus de la limite autorisée pour arriver à l'heure. N'est-ce pas, Paul ? Comme beaucoup de personnes en Wallonie, chaque année, Paul s'est fait flasher. C'est le risque quand on roule au-dessus de la limite de vitesse autorisée. Pour la seule année 2019, plus de 900 000 infractions de vitesse ont été commises. Dès lors, Paul doit s'acquitter d'une amende.
Aujourd'hui, celle-ci est gérée par un système automatisé. Grâce à ce système, la quasi-totalité des PV concernant la vitesse sont traités. En 2019, 93% des PV ont été payés. Difficile d'y échapper. Malheureusement pour Paul, ce n'est pas la première fois qu'il commet ce type d'infraction. Paul est ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire un récidiviste. Alors pour conscientiser ceux qui roulent trop vite, mais aussi pour diminuer la répétition de ces petites infractions, le Conseil supérieur wallon de la sécurité routière recommande de soutenir les initiatives en matière de sanctions éducatives comme des formations. Celle-ci serait une alternative à la sanction pécuniaire. Grâce à ces sanctions éducatives, Paul va être davantage conscientisé sur les risques qu'il prend quand il conduit trop vite. Qu'on ne se méprenne pas, cette sanction éducative reste une sanction, et donc une punition. Comme ça, à l'avenir, Paul réfléchira avant de commettre un excès de vitesse et, on l'espère, ne sera plus tenté de prendre le risque de rouler trop vite. Il pourra se rendre au travail sans risque d'accident supplémentaire. Allez, nous revoilà en plateau. Fiorella, alors afin que tous nos participants concernent bien tous les enjeux, est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement les sanctions qui sont possibles en cas d'infraction de vitesse, comme ce pauvre Paul, et celles que vous préconisez ? Oui, alors on va récapituler. On distingue généralement ce qu'on appelle les petits et les grands excès de vitesse. Alors ils sont déterminés par l'excès au-dessus de la limite autorisée, plus de 30 ou plus de 40 selon la voirie. Donc plus de 30, ce sont les agglomérations, les zones 30, zones résidentielles, à bord des écoles, etc. Plus de 40, ce sont des voiries plus rapides. Alors quand ce sont de grands excès de vitesse, là il y a généralement un retrait immédiat du permis de conduire, une citation devant le tribunal avec la possibilité au niveau de l'arsenal pénal, notamment de la déchéance du droit de conduire. Alors on va revenir sur les petits excès de vitesse. Par contre, là, ils font l'objet de ce qu'on appelle une perception immédiate. Donc c'est une amende au sens commun du terme. Alors aujourd'hui, comme on l'a vu dans cette vidéo, le système est tel que si on ne la paye pas, il va y avoir une majoration. On va passer donc d'abord à une transaction pénale, puis on va passer, et donc dernière évolution du dispositif, à ce qu'on appelle l'ordre de paiement. Et en réalité, on n'y échappe pas parce qu'il va y avoir prélèvement sur les impôts. Le SPF Finance intervient. Donc on a aujourd'hui un système qui s'améliore, qui va augmenter forcément le risque objectif et subjectif d'être contrôlé et sanctionné, simplement parce que la sanction devient réelle, elle devient rapide, certaine, et alors elle est proportionnée. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la sanction pécuniaire, pour englober toutes les formes d'amende. Alors, ce traitement automatisé fonctionne, on sait qu'il y a une déclinaison régionale qui est prévue, et donc peu importe du moment que ces systèmes sont effectifs, mais on voit dans la vidéo que Paul répète, donc il est dans la répétition d'une même infraction. Donc c'est ce qu'on peut appeler une petite récidive, petite simplement parce que ce sont de petits excès. Néanmoins, cette répétition devient problématique. Et donc comment pourrait-on y remédier? Et c'est là que la proposition, la recommandation, c'est de renforcer aussi ce qu'on appelle la sanction éducative. Et alors, ça permet aussi de couvrir l'ensemble des possibilités. Cette sanction éducative peut être envisagée à différents stades de la procédure. Elle peut être envisagée comme alternative à cette perception immédiate, comme première perception immédiate, et à terme, donc, en fonction de l'évolution du dispositif régional, comme alternative à l'amende administrative, mais elle peut aussi être une réponse à cette petite récidive. On peut aussi, pour de plus grands excès de vitesse, envisager que ce soit une alternative aux poursuites ou une mesure probatoire devant le tribunal de police. Et donc, toutes ces possibilités existent déjà. Ça, évidemment, c'est le magistrat de parquet, le juge de police qui en évaluera la pertinence selon le dossier. Alors, ça veut dire quoi suivre une formation? Donc, cette sanction éducative, on l'a aperçu dans la vidéo, c'est de soumettre le contrevenant à une forme de conscientisation, de lui proposer finalement de se confronter à ses propres certitudes, à la surestimation de ses propres capacités de conduite. Donc, c'est une forme d'éducation et cela a tout son sens. Néanmoins, c'est contraignant. Donc, ça n'est pas une faveur, même si on peut le penser. Et il y a, et ça c'est vraiment important, on a déjà démontré un effet de réduction sur
la récidive. Une étude récente de Vias l'indique. Il y a cette réduction. Alors, cette étude a porté sur la conduite sous influence d'alcool. Et là, je me permettrai une petite parenthèse par rapport aux recommandations du groupe conduite sous influence. Il y a aussi le fait d'envisager la sanction éducative davantage en matière de conduite sous influence de drogue illégale. Donc finalement, au-delà de la vitesse, cette sanction éducative est pertinente pour un ensemble de contentieux. Et c'est la raison pour laquelle il a été demandé à la WSR de faire état de l'offre actuelle sur le territoire wallon en matière de formation de sanctions éducatives. Mais ça ne veut pas dire que l'on conteste l'effet de la sanction pécuniaire. Donc ici, il est vraiment utile de combiner les deux dispositifs, sanctions pécuniaires, sanctions éducatives. C'est ce que disait la vidéo, hein, justement. Est-ce que d'autres sanctions sont possibles ? Alors d'autres sanctions sont possibles, ce qu'on appelle le travail d'intérêt général et la peine de travail autonome. Et donc on va se débarrasser de ces termes pour simplement parler d'heures de travail à prester. Donc soit une décision du parquet, soit une décision du tribunal de police. C'est une forme de réparation symbolique. Il est question de prester des heures de travail dans un service public de manière gratuite. Et en réalité, ce qu'il est important ici de préconiser, c'est de tenir compte de la nature de l'infraction pour choisir le lieu de prestation. Et là, je salue vraiment le travail remarquable de la SBL RED, qui est en ligne d'ailleurs, qui propose donc comme service d'encadrement des lieux sur lesquels le contrevenant va être amené à se confronter aux conséquences graves de l'accident. Et là, on a vraiment de beaux résultats. Alors, on rappellera tout de même hein, que l'ensemble de ces compétences ne sont pas nécessairement dans les mains de la région. Hein. Non. Et l'évolution des dispositifs actuellement en témoigne. L'idée ici, c'est de vraiment travailler ensemble, à la conscientisation du citoyen et de renforcer cette offre. Justement, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'ensemble de vos recommandations ? Donc, c'est de renforcer le traitement automatisé des infractions. Donc on a pris ici l'exemple de la vitesse, mais de manière générale toutes les infractions de roulage. Dans ces dernières évolutions, de lutter contre la petite récidive, alors spécifiquement en matière de vitesse, et ça permettra une meilleure adhésion à la norme en passant notamment par la sanction éducative. Donc soutenir toute initiative associative en matière de sanction éducative, que ce soit donc pour les petits excès de vitesse comme alternative à la perception immédiate et à terme à l'amende administrative. Et pour les plus grands excès de vitesse, c'est donc une sanction comme alternative aux poursuites ou comme mesure probatoire, donc au-delà de l'aspect punitif. Voilà, je pense qu'on a été complet hein, sur ce groupe de travail sanctions et ça va clôturer donc le volet des différents groupes de travail et de leurs recommandations. Merci à vous tous autour de la table d'avoir participé à ça. J'ose espérer évidemment qu'on est toujours complet, que personne n'a décroché puisque les questions-réponses vont arriver. Je vous l'ai promis hein, en début d'émission, il est parmi nous, c'est le parrain des États généraux de la sécurité routière, Bertrand Carrois. Bertrand Carrois, bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, on le voit. Vous venez de suivre les conclusions des différents groupes de travail. Qu'est-ce que ces conclusions vous inspirent? Est-ce que vous les retrouvez dans votre travail au quotidien? Bonjour. Mais, effectivement, au niveau des conclusions, c'est ce que je retrouve dans mon travail quotidien au niveau de la zone de police. Vous savez, il est très important de rencontrer les citoyens sur la route, voir également les différentes problématiques à travers des contrôles qui sont effectués par les différents services. Alors, au niveau des contrôles, il est très important également d'éduquer les personnes. On ne doit pas simplement arriver avec un côté répressif. Il est très important de faire passer un message, de pouvoir répondre aux attentes, mais surtout aux questions qui sont quelquefois posées par les différents usagers de la route. Donc, c'est ce que je retrouve ici, justement, dans les différents points qui ont été élaborés. Nous avons également différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc, nous avons des partenariats avec les administrations communales, les services de mobilité, ainsi que les différents autres services qui peuvent intervenir dans différents aménagements. Vous savez, quand on parle, par exemple, d'un problème de vitesse dans une rue, il est important pour nous d'aller constater sur place pour voir s'il y a réellement une problématique de vitesse ou alors s'il y a un sentiment de vitesse. C'est peut-être un problème lié à un aménagement, un revêtement. Donc,
le fait d'avoir différents partenaires et de pouvoir discuter en réunion et de pouvoir travailler ensemble va régler pas mal de problèmes sans passer pour autant par un côté répressif. Et justement, ici, dans les points qu'on vient d'élaborer, ça rencontre toutes nos mises en place, tout ce que l'on met en place dans la zone et qui peut favoriser un bon climat et surtout favoriser une bonne sécurité sur nos routes. Merci Bertrand Carrois. On vous retrouvera tout à l'heure pour la consultation citoyenne. Allez, on va passer enfin à ce moment tant attendu qui sont la séance de questions-réponses. Donc tout au long des présentations, vous avez pu poser vos questions. Je vois qu'on en a reçu quand même quelques-unes et c'est tant mieux justement. Je rappelle évidemment que les questions auxquelles on n'aura pas l'occasion d'y répondre ici durant cette session, évidemment, nous prendrons le temps spécifiquement à chaque question d'y répondre, que ce soit par mail ou par message. Je vais prendre l'initiative, je vais me montrer un petit peu égoïste, je vais poser la première question, je m'adresse à vous. Umberto, alors vous avez parlé de plein finalement de mise en place, de recommandations, etc. Mais comment est-ce qu'on peut budgétiser tout ça ? En fait, comme vous l'avez dit en introduction, le plan infrastructure et mobilité pour tous prévoit déjà toute une série de budgets spécifiques pour tenir compte de la sécurité. Il y a un budget spécifique pour notamment mettre des doubles listes, donc des listes moto pour les motocyclistes, pour traiter les obstacles latéraux, mais également dans ce plan, il y a dans chaque projet la prise en compte, comme je l'ai dit, de la sécurité pour l'ensemble des usagers. Donc c'est très difficile d'identifier dans un projet quelle est la part pure du montant de la sécurité, puisque la sécurité doit être toujours prise en compte dans les projets. Et je pense que c'est plutôt que de parler de budget, je pense que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut mettre en place pour intégrer tout le temps, avoir ce réflexe sécurité. C'est beaucoup moins cher d'y penser dès le départ que de devoir corriger, réaménager quelque chose, abaisser une bordure, ça coûte plus cher que de penser de l'abaisser durant le chantier. Donc c'est vraiment ça que je voulais insister sur cet état d'esprit. Fiorella, la prochaine question, elle sera pour vous. Elle nous vient justement de l'ASBL Greg Emel. Donc on sait qu'elle travaille avec le département, enfin le DOVR au sein de la WSR. La question, elle est celle-ci. Nous avons constaté que la justice n'était pas assez sévère lors des infractions de la conduite sous influence. Beaucoup trop de conducteurs sont en récidive. Ne devrait-on pas punir plus sévèrement dès la première infraction pour justement éviter la récidive ? Alors, lorsque l'on pose la question aux autorités judiciaires, la réponse est que les sanctions possibles sont déjà suffisamment sévères. Il faut les appliquer. Donc, plutôt que d'ajouter d'autres types de sanctions, le dispositif actuel doit être davantage appliqué. Alors cela va dépendre évidemment du type de dossier. Dans certains cas, on peut effectivement de l'extérieur avoir l'impression que l'on ne punit pas suffisamment. Il faut peut-être tenir compte de tout le cheminement du dossier, savoir à quel moment et de quelle manière il a déjà été sanctionné. Mais je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas toujours compréhensible, cette activité judiciaire qui reste complexe. Yvan, là maintenant on a une question pour vous. Vous avez abordé pas mal de thématiques, mais on n'a pas entendu de mesures sur le port du casque justement dans votre groupe de travail. Alors le port du casque pour les cyclistes et les engins de déplacement a été discuté pourtant dans le groupe de travail, mais il a été retenu de ne pas le recommander, l'obliger, ce port du casque, tout simplement parce qu'on est pour l'instant dans une phase de mobilité croissante avec ce type d'utilisation. On veut promouvoir l'utilisation du vélo dans la circulation, dans la mobilité, et obliger le port du casque limiterait, casserait cet élan qu'on juge positif, et donc c'est une raison pour laquelle on n'a pas proposé de l'obligation du port du casque. Il faut savoir aussi qu'en Wallonie, le port du casque, il est quand même relativement élevé par rapport à d'autres pays. On a un cycliste électrique sur deux qui porte le casque et 1 sur 3 pour les cyclistes non électriques. Donc c'est un taux qui est déjà bien supérieur, par exemple, à ce qu'on peut voir aux Pays-Bas. On va rester avec vous, Yvan, et peut-être même avec vous, Umberto. On a une question de Mme Gwenaëlle Grovonius, donc qui est parlementaire au gouvernement wallon, qui signale qu'effectivement la police collecte
des informations lors des accidents corporels, mais quid finalement des accidents purement matériels? Est-ce que là, on ne pourrait pas finalement avoir de meilleures données et puis connaître plus facilement les lieux à risque ou les causes d'accidents? Alors la police, par rapport aux accidents matériels, n'est pas toujours appelée sur les lieux de l'accident. C'est bien ça le problème. Donc quand elle est appelée sur le lieu de l'accident, elle y va et elle collecte de l'information, mais on a une information très parcellaire. Donc toutes les informations collectées pour les accidents corporels ou mortels ne sont pas collectées dans le cas des accidents matériels, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et il y a toute une série d'accidents pour lesquels tout simplement la police n'est pas appelée. Et donc là, on manque en effet d'informations plus précises. Il y a d'autres partenaires qui nous offrent de l'information aussi. J'allais rebondir là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer que des assistants à la conduite du type Coyote ou Waze peuvent être un outil justement pour collecter ces informations? Alors ce sont des outils qui sont utiles pour collecter l'information, en effet, qui permettent d'avoir de l'information de temps en temps précise sur l'endroit spécifique des accidents et qui peuvent donner de l'information, en effet, sur les lieux à concentration d'accidents. On n'a pas toujours l'information sur la gravité de l'accident et sur le type d'accident, malheureusement, mais ça peut permettre de faire des cartes, en tout cas, pour pouvoir, après, cibler les endroits sur lesquels on va aller alors collecter de l'information plus précise sur les accidents qui sont produits à ces endroits-là, pour essayer de découvrir si des aménagements d'infrastructures ou autres doivent être pris pour ces endroits spécifiques. Je vais me tourner maintenant vers le groupe moto. On le sait souvent quand on pense moto, on pense décibels, on pense beaucoup de bruit. Finalement, est-ce que les contrôles techniques, et là la question nous vient de M. Paul Caral, est-ce que finalement, dans la lutte du bruit excessif, est-ce que le contrôle technique n'aurait pas un rôle à jouer pour lutter sur cette problématique du bruit ? Oui, tout à fait. Alors, ça a été abordé, donc on en a discuté dans le groupe de travail, et il y a une recommandation là-dedans dans le rapport fait par le Conseil supérieur wallon. Il faut savoir que un des soucis par rapport à ce niveau-là, c'est qu'il est très facile de modifier son pot d'échappement. Et donc, un contrôle technique pour vérifier la qualité sonore ou la pollution sonore n'aurait pas vraiment de sens, puisque l'usager pourrait démonter son pot d'échappement, passer le contrôle technique avec le pot d'origine qui fait moins de bruit, et puis remonter le pot d'échappement qui fait du bruit. Donc, le travail doit se faire plus largement, on doit aller plus vers une sensibilisation. Il faut savoir par exemple que les marques sont déjà en discussion, notamment avec la FEBIAC, pour travailler là-dessus et potentiellement peut-être éviter de permettre de changer le pot d'échappement. Donc il y a une discussion, il y a un travail qui est fait, il y a une recommandation qui est faite là-dessus. Donc c'est en cours, oui, ça va nécessiter du temps, de la sensibilisation, mais il faut travailler plus large que par le contrôle technique. Un autre point aussi qui est évoqué pour le contrôle technique, c'est, vous l'avez dit, généralement les voitures pour 50% ont plus de 11 ans. Les ancêtres, là on considère les motos, pardon, pas les voitures, les motos de plus de 30 ans. Est-ce que celles-là ne sont finalement pas touchées aussi par ce contrôle technique, puisqu'elles aussi sont modifiées ? Oui, tout à fait. Donc, dans les membres du groupe de travail était présent de la Fédération des véhicules anciens. Et dans le rapport, il y a en effet une demande d'exception pour les véhicules ancêtres, puisque le rayon kilométrique est plus bas et c'est plus difficile de remettre une moto dans son état d'origine. Donc, en effet, dans le groupe de travail, nous recommandons une exception pour les véhicules ancêtres face au contrôle technique. Umberto, j'ai aussi une autre question pour vous. Elle vient toujours de l'association Greg Emel. Nous trouvons que les passages pour piétons sont souvent proches des sorties de tournants ou de ronds-points. Cela peut être dangereux pour les piétons qui ne sont pas alors vus, enfin, en tout cas qui ne sont vus qu'au dernier moment. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je sais que généralement les passages pour piétons ne sont pas mis n'importe où. Il y a des vraies études qui sont faites pour savoir où on met le passage pour piétons. Effectivement, implanter un passage piéton ne s'improvise pas. Il faut vraiment s'assurer que toutes les conditions de sécurité soient remplies. Il y a des conditions liées à la vitesse des véhicules, mais surtout, il y a des conditions liées à la visibilité réciproque. Et donc, ça a été dit notamment dans le groupe de travail piloté par Yvan Castells, il faut libérer tout l'espace pour que l'on puisse voir qui arrive et aussi que l'automobiliste voit le piéton sur le point de traverser. Et donc, effectivement, on n'implante pas des passages pour piétons n'importe où. Il faut vraiment que l'ensemble des conditions de sécurité soient remplies. Fiorella,
Bon, celle-là, j'imagine qu'à mon avis, vous y attendiez à la question qui va venir. C'est évidemment, vous proposez finalement un zéro préventif. On ne prend pas le pouls de faire un zéro tout court. Pourquoi? Finalement, c'est cette question qu'on nous pose. Pourquoi ne pas avoir pris le zéro répressif comme norme? Donc le zéro répressif qui renvoie à une valeur technique donc d'intolérance au niveau du contrôle policier. Mais en fait, ce n'est pas un renoncement, c'est un cheminement. Donc il est question d'abord d'un zéro préventif qui va permettre un changement de mentalité, qui va permettre de préparer le changement réglementaire. Et donc le groupe de travail préconise à terme le zéro répressif qui alors fera l'objet d'une modification du taux légal autorisé actuellement. Allez, je vais encore poser une dernière question, ce sera pour vous, Yvan. Alors, on a parlé en agglomération des zones 30, mais évidemment, dans ces zones 30, on retrouve aussi des zones scolaires. Alors, ça va peut-être rejoindre aussi le groupe de travail d'Umberto. C'est comment est-ce qu'on fait le distinguo, finalement, entre cette zone scolaire, qui est une zone 30, et les zones 30 que vous préconisez? De la même manière qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire que les zones 30, aujourd'hui, sont aménagées spécifiquement en tant qu'abord d'école. Donc il n'y a pas juste le panneau 30, il y a toute une série d'aménagements spécifiques qui sont reconnaissables par l'usager. Et on pense en effet dans le groupe de travail, parce que ça a été discuté bien sûr, au fait qu'il faut absolument que l'usager puisse reconnaître, comme il le fait actuellement, les zones abord-école, parce que ça reste des zones sensibles pour les écoliers. Et donc il faut garder les barrières colorées, les crayons colorés, les petits personnages qui donnent le sentiment, qui donnent l'information à l'usager qu'il rentre bien dans une zone abord d'école sur laquelle il doit absolument avoir une attention particulière. Ok, merci pour vos réponses à toutes et tous. En tout cas, on a vu par ces questions, Françoise, qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas de la part des participants de ces états généraux à la sécurité routière. C'est aussi un intérêt qu'on verra un peu plus tard dans la consultation citoyenne, où les citoyens, les Wallons, les Wallonnes, ont eu un vrai intérêt pour la sécurité routière en Wallonie. Je vous propose de faire un break, 5 minutes de pause, et on revient tout de suite avec la consultation citoyenne et les enseignements des ministres.